Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle séance au Musée de la Grande Guerre. Cette fois, nous allons lire des nouvelles qui ont été créées par nos internautes à partir d'un élément de nos collections. C'est une petite bague de tranchée qui a été faite par un soldat. Simplement pour information, un de nos internautes nous a demandé s'il s'agissait d'une goupille transformée en bague. Non. Tout simplement parce que le matériau ne conviendrait pas. Le matériau d'une goupille, c'est de l'acier, c'est très résistant. Notre bague, elle est en aluminium. Donc il s'agit certainement d'un fil d'aluminium qui a été travaillé de façon à faire ce joli motif. Alors pour nos lectures, nous allons lire 4 nouvelles. Les auteurs sont les suivants: Elisabeth Fabre-Groeli, Patrick Debac, Corinne Marois et Guillaume Gosselin. Nous allons commencer par lire, c'est Maud qui va nous lire cette nouvelle d'Elisabeth Fabre-Groeli. Cette nouvelle, ça s'appelle « Les clés ». La monteras-tu, la côte, la monteras-tu? Grand-mère, je suis fatiguée. Allez bonhomme, tu sais, mon papou me disait souvent qu'au bout de la route, on trouve quelque chose. Et alors, on est très fiers. Mais il faut aller au bout. C'est encore loin, le bout? La monteras-tu, la côte, la... Psst, psst. C'est toi, Elias, le garçon qui veut toujours savoir comment aller au bout de la route? La grand-mère ne vit pas le gnome, cette âme des chemins creux, pas plus qu'elle ne vit ce qu'il glissa dans la poche d'Elias. Tiens, voilà quelque chose qui va te servir. Le garçon ne dit rien. Comme il se souvenait de ces petites figures qui peuplent les bois dans l'histoire du soir, il ne fut pas étonné par l'interruption du nain. Il toucha l'objet déposé par lui dans sa poche et le prit. L'enfant fut surpris à la vue de celui-ci. C'était une clé rouillée qu'il lâcha en voyant qu'elle saignait. Il chercha le gnome partout. Elias avait sûrement rêvé. Pourtant, la clé rougie était bien là. Il la ramassa et la remit dans sa poche. Ses doigts étaient propres quand il en retira sa main. « Allez mon grand, continue. Le chemin parcouru est plus important. Grand-mère, quand est-ce qu'on est arrivé au bout ?»« Psst, psst, petit, tu as oublié ça sur le chemin. » On lui tendit une petite clé. « Mais non, je l'ai déjà. » Le gnome, cette figure défaussée, avait disparu à nouveau. Dans chaque main de l'enfant, il y avait une clé. Il cacha vite ses dons. Sa grand-mère s'avançait déjà pour lui tripoter les poches. « Grand-mère, j'ai laissé ton écharpe sous le grand arbre. Tu peux aller la chercher? Je suis fatiguée, je t'attends ici. S'il te plaît. » Mais avant que celle-ci eût tourné le dos, il eut le temps d'entrevoir le châle gris de l'aïeul, au niveau de l'épingle qui le maintenait fermé, une lumière étrange. Elias oublia vite le détail observé et s'attacha à bien regarder sa deuxième clé, une clé plus petite que la première. Un objet rouillé comme le premier, une clé qui saignait. Un minuscule rouleau de papier s'échappa de l'orifice. Le chemin parcouru est plus important que le but visé. La phrase de sa grand-mère, écrite au crayon à papier par une main malhabile. Des yeux, il cherchait le gnome. Ils étaient seuls, grand-mère et lui. Seuls, tous les deux au bois des Carmes. Elle l'emmenait toujours là, son petit garçon, quand il venait en vacances la rejoindre. Vers 16 heures, grand-mère décidait qu'on goûterait au bois. Même aujourd'hui, même si c'était l'automne maintenant. Essoufflée, elle s'accroupissait déjà pour installer la serviette du goûter. Celle d'Antoine, son grand-père, celle qui avait suivi le soldat du 4e régiment dans la boue des tranchées. Un grand carré blanc, tissé avec une frise rouge tout autour. On y avait, un jour lointain, brodé ses initiales A.G. Le linge n'avait jamais été souillé pourtant. Il resta tout le temps, pendant les combats, pendant les pauses ou les nuits sales et mouillées, un fil qui le liait à sa vie d'avant. Tandis que sa grand-mère parlait, Elias remarqua l'épingle sur le châle, que celle-ci tenait serrée, ses mains croisées sur la poitrine.
Sur l'épingle, un objet tout petit, comme une bague noire qui ressemblait pour l'enfant à un serpent des bois. Il fixa l'objet qui semblait le fixer lui aussi. Un anneau grossier entouré sur lui-même. Mais l'enfant revint à ses questions. « Il disait quoi, ton papou, quand il était à la guerre ?»« Le chemin parcouru est plus important. »« Je sais. Continue, tu t'arrêtes toujours. Plus important que le but visé. » « Comme quand on vise à la carabine ?»« Oui, un peu. Mais il voulait dire que ce qui avait été fait était immense et difficile. Ça lui semblait toujours plus grand que ce qu'il restait à faire dans le futur. De ce qui a été fait, on peut en parler longuement. Le but, lui, on l'atteint ou on ne l'atteint pas. Un but visé, c'est simplement ta volonté, c'est dans ta tête. Peut-être que tu n'y arriveras pas, c'est ce qu'il pensait, mon grand-père. Pourtant, c'est énorme le futur. Tu me dis souvent que l'avenir est devant moi, mais je ne le vois pas, moi. C'est ça qui est difficile pour moi, ne rien voir. C'est pour ça que c'est moins important. La grand-mère n'en dit pas davantage. Le petit était devenu pensif. Puis, elle s'installa en tailleur, à même le sol. Elle attira Elias vers elle, tout près, comme quand elle allait lui raconter une histoire le soir au lit. Elle reprit bientôt. Papou aidait le docteur de l'armée quand il y avait trop de blessés. Dans une petite caisse métallique, on conservait des potions aussi dangereuses que des poisons, et pour pouvoir les prendre, il fallait 3 clés. Le major, le docteur en avait une, son adjoint et une autre, et mon papou la 3e. Mais ils ne devaient s'en servir que s'ils étaient perdus. Ils ont été perdus ? Oui, comme les clés d'ailleurs, car le temps leur a manqué pour atteindre la potion. Ils ont été pris par surprise par une mine qui a éclaté au milieu des soldats et tout a été dispersé. L'aïeul faisait toujours le même itinéraire. La croix des Carmes, par les chemins creux, du Bois-le-Prêtre. Une voie longue et solitaire, toute droite dans le bois, silencieuse et qui menait à une clairière où se tenaient de grosses pierres marquées. La compagnie de son papou y avait été encerclée là, les forêts dévastées, les petits soldats défigurés. Elle s'en souvenait toujours parce que, quand elle avait l'âge d'Elias, le vieux soldat du sud de la France, qui n'avait été que blessé à cet endroit, pleurait encore ses compagnons laissés là-haut au combat de Lorraine. Les lieux, il les lui décrivait avec tant de précision qu'elle en connaissait aujourd'hui les chemins, les croisements, les bosses de la terre, les tas accumulés par le vent des obus, cavités jamais comblées que cachait à peine l'herbe et le lierre sournois des saisons de la vie. Le garçon écoutait et voyait de ses yeux d'enfant les petits soldats bleus courir autour d'eux pour se protéger et aider à se relever ceux qui venaient de tomber. Il crut même voir Antoine leur porter assistance. Le beau soldat de la place de Césaret, qui regarde le ciel, était là aussi et il avançait, confiant, avec sa main levée et son fusil paisible. Celui-là même à qui, un jour de célébration, sur la place du village, grand-mère avait adressé un poème, à lui, mais pas seulement à lui. À tous ceux qui l'entendaient depuis les fronts de Lorraine, de Champagne, de la Somme, de Belgique et d'ailleurs. Elias lui demanda de lui redire ce poème qui parlait des soldats, de tous les soldats. Même s'il ne saisissait pas tout, il sentait la gravité des mots dans la voix de sa grand-mère. Elle le savait par cœur, ce texte qu'elle avait décrit à l'intention de son grand-père. Alors qu'elle récitait, il vit la lumière bleue de la bague qui palpitait et se diffusait sur le châle gris. Mais Elias continua à l'écouter sans l'interrompre, car elle lui avait déjà expliqué les mots difficiles, les cerbères, les piou-piou, les bleuets, la limaille. Elle lui avait montré sur Internet la peinture de détail qui s'appelait Le Rêve. Un jour, elle emmènerait le garçon à Paris voir cette immense toile qui montre un bivouac de soldats endormis et qui rêvent. Sa main dessinant les bosses de sa poche, le garçon était attentif et recherchait du regard la petite lumière bleue de la bague.
Au bois de Montauville, la Moselle se souvient. Les corbeaux de décembre, au cerbère muet, me guident sur le champ où dorment les bleuets. Nature, tu veilles, calme, en tout honneur, tout bien. Le bois moussu d'humus est sous du sang ancien qui file la terre sombre et les chemins creusés. Il pleut un fin grésil sur l'âme des tués, aux tranchées du passé, où peu de monde vient. Le ciel est un copiste. Sur ses moutons, il nomme voies sacrées, d'autres lieux, la Champagne et la Somme. Il suit mon pas gluant de Marne et de Limaille. De blancs rayons s'épuisent au houppier des grands chênes qui bercent les piou-piou dans un silence amène. Elle avait ajouté une phrase à voix basse, mais Elias l'avait bien entendue. Nature, berce-les chaudement, ils ont froid. La dernière phrase était celle d'un poète connu. Elle l'avait transformé. Il devait lui sembler que ce lieu, à ce moment de l'année, méritait ces quelques mots. Elias ne dit rien des âmes rencontrées, ni des deux clés. De la lumière bleue du châle, oui. Dis, grand-mère, c'est quoi que tu as sur ton châle? On dirait que ça brille quand tu parles, mais pas toujours. Mais tu le sais, je t'ai raconté que les soldats fabriquaient des objets entre deux combats, avec ce qu'ils avaient. Là, tu vois, c'est une bague faite avec une balle de fusil de guerre. C'était la bague de son copain Jaume, un soldat qui n'a pas eu de chance. Et la lumière bleue alors? La grand-mère ne répondit pas. Elle semblait perdue soudain dans ses pensées. Elias revint à ses deux clés, qui continuaient à saigner dans sa poche, sans tacher le vêtement, ni même ses doigts quand il les cherchait, pour vérifier qu'elle n'avait pas disparu, que ce n'était pas un rêve. Le dernier lutin avait livré la deuxième clé et son secret. Mais n'oubliez pas que grand-mère avait parlé de 3 clés dans son histoire, et dans sa poche, lui, n'en avait que 2. Il avait été long, le chemin du retour jusqu'à la borne indicatrice. 2 kilomètres interminables depuis la croix, avec, en chemin, la pause au père Hilarion. Sans se parler davantage, le bois tout entier frémissait sur leur passage. Ils firent une pause à mi-chemin, là où la piste se tord dans un virage d'où l'on voit la bâtisse de la maison forestière. Grand-mère dit au garçon de l'attendre sur la grosse pierre. Il lui avait semblé que le lieu était habité. Elle voulait s'en assurer. Il ne l'attendit pas longtemps, assez de temps toutefois pour que, de la forêt, une voix s'éleva, grêle et fanée, une voix comme un écho qui disait « La voilà la 3e, tu les as toutes pour comprendre le chemin parcouru, les en bon usage. » La vision devant lui soudain, d'une clé plus petite encore et qui sointait comme les autres, la vision aussi d'une silhouette étrange qu'il eut le temps d'apercevoir. En même temps qu'un léger bruissement sous les fougères derrière l'enfant, il savait que le gnome était revenu lui parler fidèle. Elias mettrait une vie à comprendre que l'acheminement vers le but n'est pas ce qui compte. Seulement ce long travail de réflexion, de préparation, de maturation que la vie s'emploie à assigner à chacun, et qui inclut l'expérience du chemin. Le garçon ne dit jamais rien des âmes rencontrées ni des 3 clés. Elle continuait à saigner dans sa poche. Il allait grandir. Un jour, il emmènerait un autre petit garçon dans les bois décharnés de Moselle. Alors peut-être qu'on tendrait à l'enfant une clé, puis une autre. Des clés plus rouillées encore que les siennes et du sang toujours s'en écoulerait, le sang du souvenir. La grand-mère expliqua au petit garçon qu'ils iraient ensemble de l'autre côté quand il aurait grandi. Elle montrait du doigt la borne ancienne qui indiquait le pétang et ses sépultures. Là-bas, il y avait Saint-Nazaire, il y avait Nazaire, le jeune frère d'Antoine, et Joseph, son jumeau, et puis Charles et Alfred, ses jeunes cousins à peine 18 ans. Mais c'est trop tôt pour t'expliquer la suite. Tu vas te souvenir de ce que nous avons fait aujourd'hui, un long chemin qui comptera pour toi. Tu vois, grand-mère, j'avais raison, ce n'était pas la peine d'aller au bout. Le chemin parcouru était bien plus important. Je suis content, grand-mère, de l'avoir fait avec toi. Est-ce que ton papou va le savoir ? À ce moment précis, alors qu'il repartait, la petite lumière bleue de la bague du soldat jaune brillait dans le soir comme une âme.
Merci beaucoup à Maude pour cette lecture. Nous allons maintenant suivre Diane. On va se déplacer pour écouter une nouvelle qui a été écrite par Corinne Marois et qui s'appelle très sobrement La bague. Nous allons nous déplacer. À tout de suite. En ce week-end d'automne, Élodie admire le ciel bleu et laisse le soleil inonder son visage à travers la baie vitrée. Elle a dans sa main une bague que sa mère lui a donnée le matin même en lui disant que c'était vintage et que ça allait lui plaire. Élodie regarde la bague d'un peu plus près. Des croix et des lignes y sont gravées. On dirait un clou customisé, pense-t-elle, tout en la passant à son doigt. Quand elle relève la tête, elle est prise d'un étourdissement et s'évanouit. Elle reprend connaissance au milieu d'un tumulte. Que se passe-t-il? Où est-elle? Elle se relève et aperçoit son reflet dans un miroir. Elle recule et vacille, car elle est vêtue d'une ancienne tenue d'infirmière. Apeurée, elle ouvre la porte et veut courir, mais elle est de suite attrapée par le bras, par un homme en blouse blanche maculé de sang. Elle est au milieu de soldats blessés. Des cris, des gémissements et des odeurs l'assaillent. Une femme lui dit de ne pas rester plantée là et de s'occuper d'un blessé qu'on vient de leur amener. Il doit avoir 25 ans. A un bandage à la tête. Son bras droit est immobile et on aperçoit un bout d'os à travers une large blessure ensanglantée. De son autre main, il attrape Élodie et la supplie de rester avec lui. Désemparée, mais touchée par son regard, elle s'assoit près de lui et lui prend sa main valide. Elle lui demande alors s'il sait où ils sont. Il lui répond que la veille, le 5 mars 1915, il a été blessé lors d'un assaut aux Éparges près de Verdun, mais qu'il ignore où il a été évacué ensuite. Élodie reste muette et immobile. 1915, comment est-ce possible? Sa main se crispe sur celle du soldat qui lui demande soudain où elle s'est procuré cette bague. Élodie lui dit que sa mère lui a rapporté d'une brocante. Il ne comprend pas, mais des larmes lui montent aux yeux et il lui raconte l'histoire de ce bijou. Il s'appelle Jules, il a 24 ans et était maréchal ferrant avant la mobilisation d'août 1914, où il a été affecté au 106e régiment d'infanterie. Il pensait, comme beaucoup, que cette guerre ne durerait pas et qu'il serait rentré à temps pour épouser Suzanne, sa fiancée aux longs cheveux bruns et à la peau si douce et parfumée. Mais la vie, ou plutôt cette foutue guerre, en a décidé autrement. À Noël, il était encore dans ses tranchées boueuses, avec les rats, les poux et le froid. Alors, pour se réconforter un peu, il a fabriqué cette bague pour sa promise, dans l'espoir de la lui passer au doigt prochainement. Mais il l'a perdue sur le champ de bataille lors d'un assaut. Il faut dire que depuis janvier, il n'a connu que l'enfer, se demandant à chaque minute
quand la mort allait le frapper à cause de la pluie d'obus que les Allemands leur déversaient et des attaques quotidiennes au corps à corps. Le nombre de survivants diminuait de jour en jour, mais de nouveaux soldats arrivaient quand même régulièrement pour les remplacer. Pour l'état-major, ils n'étaient pas des hommes, mais de la chair à canon, des sacrifiés, comme dans la chanson qui circulait dans les tranchées. Même pendant les rares périodes d'accalmie, ses oreilles résonnaient encore des tirs de canon, d'obus, de fusils, de grenades. Le gémissement ou les pleurs des soldats contribuaient à augmenter chaque jour son sentiment de basculer peu à peu dans la folie. Alors, quand il a été blessé au bras, il s'est senti délivré. Car pour lui, cela signifiait être loin du front, définitivement. La perte de l'usage de son bras et ne plus pouvoir exercer son métier valait bien ce sacrifice s'il pouvait revoir Suzanne et retrouver un semblant de vie normale. Normal. Comment être sûr, après toutes les horreurs vécues, de pouvoir vivre normalement, rire, dormir sans cauchemar? Au moins, il était vivant. Un obus éclate alors à proximité du poste de secours. Élodie se retrouve projetée à quelques mètres en arrière, inconsciente. Elle se réveille, ignorant combien de temps s'est écoulé. Elle est dans le fauteuil où elle s'était installée, son livre, Ceux de 14, ouvert à ses pieds. Elle met plusieurs minutes avant de retrouver ses esprits, puis va vers le miroir. C'est bien le reflet d'Élodie, 18 ans, qu'elle voit, et le calendrier épinglé au mur affiche 1990. Elle est soulagée, mais garde néanmoins un sentiment fort de ce qui vient de se passer. Elle enlève la bague et la garde précieusement dans une petite boîte. Aujourd'hui, Élodie est infirmière, la bague est toujours chez elle. Merci beaucoup Diane pour cette lecture. Nous allons nous déplacer à nouveau et nous allons retrouver Richard qui va nous lire une nouvelle écrite par notre cher Guillaume Gosselin. Guillaume Gosselin, cher au musée de la Grande Guerre, cher à la Société des Amis du Musée. Et je vais laisser maintenant la parole à Richard qui va nous lire cette nouvelle qui s'appelle 20 avril. « 20 avril 2017. Je marche sur un terrain au sud de l'Aisne, près de la commune de Brenel. Il pleut, la terre est lourde, mais je progresse sans idée précise, sans but. Soudain, mon regard est attiré par un morceau de métal. Rien d'anormal. C'est là que s'est déroulée la bataille du chemin des dames. Le sol, depuis 100 ans, extrait invariablement ce qu'il a reçu au cours de ces 6 mois de durs combats. Est-ce un éclat, une balle, une douille, un rien meurtrier ou tout simplement une pierre ou une motte couleur d'acier? Je gratte, je creuse un peu. Une plaque ovale avec un morceau de chaînette. On dirait bien une de ces plaques qui servaient à identifier un poilu. Elle est oxydée, légèrement tordue. Je creuse encore. Tiens, en voilà une seconde. Toutes les deux laissent entrevoir une ébauche de nom. Normalement, je devrais y trouver aussi un prénom, ainsi que la date de la classe de recrutement, et sur l'autre face, le nom de la ville où son porteur a été incorporé, avec le numéro de registre matricule. Je suis content, mais je réalise que si ce sont les deux mêmes plaques, c'est que je viens de trouver un disparu. Bizarre et antinomique, trouver un disparu. Mais je gratte encore un peu, et une sorte de rondelle épaisse apparaît, couleur criacier, noircie. La terre l'enchâsse, une goupille de grenade, un joint de moteur quelconque, un reste de quelque chose, un lien vers autre chose. La pluie tombe à nouveau et malgré mon imperméable, l'humidité s'immisce dedans, glaciale. La météo et ma curiosité me poussent à partir. Je veux nettoyer ces plaques et cet objet mystère. Après un peu de temps, une brosse à dents, de la laine de fer et du polish à métaux, le schmilblick et les plaques ont meilleure allure. C'est un peu sordide, mais « the winner is »
Fouquet Richard, Châlons 308. Direction le site, Mémoire des hommes. Voilà, je vous ai retrouvé, Richard Gabriel Fouquet, incorporé au 106e régiment d'infanterie, surnommé le régiment de fer. Mort le 11 mai 1917 à la Croix-sans-Tête dans l'Aisne, disparu. Tué à l'ennemi, né le 3 août 1893 à Villeneuve-Saint-Vistre et Villevotte dans la Marne. L'administratif a pris le dessus sur l'imaginaire, le bureaucratique a repris ses droits sur l'individu. Mais je sais où je vais pouvoir humaniser ma recherche, ébaucher un être humain derrière un numéro, peut-être un fils, peut-être un époux, un père, un frère. En quelques clics, direction les archives numérisées de la Marne et une page de vie apparaît numérisée sur un papier jauni. Richard avait un métier. Il était charron ferronnier et vivait à Récy, à côté de Châlons-sur-Marne, vous savez, devenu Châlons-en-Champagne. Il s'était marié le samedi 10 avril 1915 avec mademoiselle Alexandra Constance Richemont, à Châlons également. Ses cheveux et ses yeux étaient châtains, son visage ovale abritait un nez rectiligne. Pour un homme de cette époque, il mesure une bonne taille du haut de son 1,72 m. Et selon la formule consacrée, il avait été incorporé le 27 novembre 1913 au 106e régiment d'infanterie à la caserne Chanzy, également à Châlons. Dès le 3 avril 1915, il était devenu caporal, mais avait disparu le 11 mai 1917. Il avait reçu une citation. « Caporal d'un courage et d'une énergie rares, s'est proposé pour commander de nombreuses patrouilles dans des circonstances périlleuses. C'est particulièrement distingué les 12 octobre 1914 et 6 avril 1915, ordre du régiment numéro 116 du 20 août 1915, croix de guerre, cité à l'ordre du régiment 106e, numéro 83 du 6 mai 1917, caporal brave et énergique, ayant toujours fait son devoir. Blessé sérieusement le 10 mai 1917, croix de guerre étoile de bronze du 6 juin 17. Fin de la partie, pour une guerre qui n'était pas un jeu. Voilà une bonne chose de faite. Mais peut-être faudrait-il aller plus loin, rencontrer les autorités, les anciens combattants, les gendarmes, et dire que Richard Gabriel Fouquet devait être là, quelques centimètres sous la terre poisseuse de ce champ. Mais les réflexions se bousculaient tellement que le sommeil survint, certes tardivement, mais survint tout de même. Encore une nuit sans rêve. Dans les jours qui suivirent, je me suis demandé ce qu'avait ressenti sa famille lorsqu'ils reçurent plus de lettres. Qu'avait pensé Alexandra, sa femme? Thierry et Alice, ses parents? Est-ce que quelqu'un les avait avertis? Qu'il avait été blessé, qu'il avait disparu le lendemain? Qu'une pluie d'obus avait dû pulvériser sa position, son corps ainsi que ceux de ses camarades d'infortune? Avait-il eu des enfants? Un Richard Junior? Une Alexandrine, voire une Régine? Comment savoir? Et si tout simplement je recherchais dans d'autres registres, les pages blanches par exemple, les noms, y trouverais-je un Fouquet? Ne pas essayer serait renoncer. Alors, je vous passe les détails de cette recherche, mais pour arriver rapidement à ma conclusion, j'ai bien retrouvé la trace d'Alexandra Fouquet, la femme de Richard. Elle lui a survécu jusqu'à l'âge respectable de 92 ans, car elle s'est éteinte en avril 1987. Veuve, elle le fut jusqu'à la fin, car jamais elle ne s'est remariée comme 700 000 autres femmes dans la même situation. Alors, j'ai décidé d'aller voir sa tombe, voir si une photo se trouverait scellée dessus, comme cela se faisait avant. Mais rien, pas de cimetière, pas d'ultime demeure. Étrange, comment ne pas avoir sa place au cimetière en province? Moi qui avais arpenté les cimetières du Nord à chaque Toussaint, cela me semblait irréaliste. Entre la tombe de la sœur, de l'oncle, du grand-père, l'essentiel de ma famille se trouvait sous terre. Et là, pas de trace de la grand-mère. À renfort de contacts, de courriels, d'échanges sur des forums de généalogie, je trouvais enfin une piste sur cette famille Fouquet, dont j'ignorais totalement l'existence jusque-là. À renfort, et même si je m'endormais dans mon fauteuil face à l'écran,
me réveillait plusieurs fois en sursaut pour ne pas faire tomber la souris. Le lendemain matin, mes nuits demeuraient des déserts sans l'ombre d'un songe. Donc, la trace devenait en fait une belle empreinte. Sophie Delattre, arrière-petite-fille d'Alexandra, m'envoya un SMS par lequel elle m'informait de la surprise de ma démarche, mais trouvait cela intéressant et acceptait que l'on en parle autour de quelques documents de sa famille. Le jour J, un peu excité tout de même, je me rendais dans la maison de Châlons-en-Champagne, où demeurait Sophie Delattre. La maison était une belle maison de ville, sans doute construite au début de l'autre siècle. Après des politesses d'usage, la rencontre avec le chien de la famille, les chiens d'ailleurs m'apprécient toujours, c'est sans doute un signe de quoi on n'en sait rien, mais c'est un signe. Sur la table du salon, il y avait des papiers, quelques photos et aussi des objets. Je reconnus aisément une jolie croix de guerre avec étoile de bronze, et je fus assez fier d'expliquer son histoire, les faits d'armes de son arrière-grand-père, Richard Gabriel Fouquet. Je pus ainsi mettre définitivement un visage sur un nom, ainsi que sur celui d'Alexandra, au même moment, car la photographie sépia, qui était là, était celle de leur mariage, que je datais donc du samedi 10 avril 1915. L'aïeul arborait fièrement ses galons de caporal sur sa vareuse. Il semblait heureux, et pourtant il avait vécu l'enfer des éparges quelques semaines auparavant. Mais là, il souriait, il était fier, et il le pouvait, car sa femme était magnifique, radieuse, avec un regard magnétique et envoûtant à la fois. D'ailleurs, d'autres représentations rendaient hommage à sa grande beauté. Mais pourquoi ne put-elle trouver de mari après la guerre? Quel maléfice la marqua du sceau du veuvage éternel? Je fis d'ailleurs part de mon étonnement à mon hôte qui, elle aussi, fit mine de s'interroger. Quelques lettres demeuraient sur la table. Sophie insista pour que j'en lise quelques-unes pour me rapprocher de ce couple sur fond de guerre mondiale. Leurs propos étaient passionnés et pudiques, mais l'amour jaillissait entre chaque mot, entre chaque ligne. Ils évoquaient un après, ils ébauchaient leurs rêves, leur future famille. Ils parlaient de leurs rendez-vous délicieux et apaisants, du temps suspendu. Mais dans les objets, l'un d'eux attira soudain mon attention en particulier. Cet objet, de façon étonnante, entourait le coin d'une lettre datée du 9 mai 1917, la dernière lettre qu'avait reçue Alexandra. Cet objet me sembla familier, et pour cause, bien normal, c'était la réplique du mien, la réplique en plus petite taille de ce que j'avais trouvé avec les plaques d'identité, vous vous souvenez? Je l'avais apporté avec moi ainsi que les 2 plaques. Ce vestige serait donc une alliance, me confia Sophie. C'est l'alliance de mon arrière-grand-mère, alliance qu'elle n'a jamais quittée jusqu'à sa mort. J'avais donc retrouvé l'alliance de Richard. En prenant les 2 objets en main, effectivement, il s'agissait bien d'anneaux ayant la même origine, la même couleur, les mêmes fines ciselures parcourant le métal. Ce fut un choc, je dois le reconnaître. Nos silences, à Sophie et à moi, furent assourdissants. Quelques larmes coulèrent sur ses joues. Voir réunis 100 ans après ces symboles de l'engagement entre époux la subjuguait. Sophie m'expliqua ainsi leur histoire. Lors de son passage par les éparges, son ancêtre fabriqua avec une douille d'obus ces 2 bagues. Il s'y appliqua avec beaucoup de précision, car son travail devait être très fin, mais aussi résistant. Leur alliance devait survivre au-delà du temps. Et détail incroyable, elles s'emboîtaient parfaitement l'une dans l'autre, qu'elles ne formaient qu'une seule pièce, et lors du mariage, c'est, me rapporta-t-elle, le prêtre qui les sépara pour les poser sur le coussin nuptial. Mais il avait pris soin de les bénir alors qu'elles ne formaient qu'un tout. Je me hasardai à les réunir et notre surprise fut totale lorsque, sans forcer, les 2 pièces s'assemblèrent comme aimantées l'une à l'autre. La surprise passée, je me permis de demander où était inhumée Alexandra. Elle sourit, car Alexandra ne fut jamais enterrée. Elle avait décidé d'être incinérée pour rejoindre plus vite son amour disparu. Elle avait d'ailleurs écrit « Son corps n'a jamais été retrouvé. Pourquoi devrais-je laisser une trace du mien ?» C'est d'ailleurs pour cette unique raison que son alliance la quitta seulement le jour de sa crémation, me dit-elle, c'est-à-dire le 20 avril 1987.
J'ai expliqué à Sophie que j'aimerais bien écrire un article dans le journal de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre de Meaux, car cette histoire regroupait plusieurs éléments très intéressants. Le destin d'un soldat, l'artisanat de tranchées, le veuvage, 2 batailles marquantes et les disparus de cette Première Guerre mondiale. Sophie me confia sans sourciller les documents et les objets, et après avoir hésité un petit instant, décida même de me confier les alliances unifiées, en ajoutant avec un joli sourire « Elles sont entre de bonnes mains, et je sais que vous reviendrez. » Sur la route du retour, j'ai imaginé mon texte, mon nombre de caractères, et puis j'ai revu leur visage, leur destin. Car Alexandra était institutrice. Elle devint ensuite directrice d'école, et elle fit partie en 1921 de la fondation de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. Elle passa aussi son permis de conduire au début des années 20. Gabrielle Ginette vint au monde le 10 janvier 1917 et demeura leur fille unique. Elle mourut le 20 avril 2017 en laissant derrière elle également une fille unique, Christiane, qui naquit le 7 décembre 1941. Elle aurait pu s'appeler Perle, me suis-je dit en souriant. Dès mon arrivée, j'ai commencé à vouloir me mettre sur mon Word, afin de ne pas perdre une miette de toute cette histoire. Mais, écran bleu, damned. Bon, je verrai ça demain. J'ai alors sorti les objets, les photos, et je me suis assis sur mon canapé. J'ai relu et regardé avec attention les anneaux avec une loupe pour voir s'ils avaient été gravés comme on le fait aujourd'hui, je crois d'ailleurs depuis un moment. Mais Morphée m'a rapidement rappelé à elle et... « Bonjour. Alors notre vie vous a intéressé, on dirait. En face de moi, Richard et Alexandra sont là, plus vivants que jamais. Ils sont toujours aussi jeunes et beaux. Aussi beaux que sur la photo. Mais lui a troqué son uniforme pour des vêtements civils. Et elle demeure étincelante avec sa formidable et envoûtante beauté. Vous avez été curieux. Pour une fois, c'est une qualité. Et vous avez été jusqu'à rencontrer notre arrière-petite-fille Sophie. Elle est jolie, non ? Vous êtes curieux, mais nous allons néanmoins vous donner quelques éclaircissements. Des éclaircissements, mais sur quoi, me suis-je demandé ? Vous vous posez des questions sur ces éclaircissements, on dirait. Ça alors, mais ils lisent dans mes pensées ? Eh oui, nous lisons dans vos pensées, dit Alexandra avec un rire cristallin. Notre histoire a été ordinaire, jusqu'à ce que Richard façonne nos alliances. Il croyait les avoir réalisées dans une douille d'obus, mais ce n'était pas le cas. Sans le savoir, il a utilisé un calice religieux datant du XVe siècle, qui avait été sérieusement endommagé lors des bombardements sur sa tranchée. Ce calice est remonté à la surface de la terre, et en toute humilité, il a donné jour à ses alliances, leur accordant la force de notre amour. Lorsque le jour de notre mariage, le prêtre les a bénis et les a rompus, en faisant de l'unicité un double, ces objets sont devenus sacrés et porteurs d'un vœu. Ensemble, nous avons décidé de rêver l'un à l'autre à chaque instant de nos sommeils. À chaque fois que nous basculions dans le pays des songes, c'était notre vœu le plus cher, se retrouver dans les rêves de l'autre. Et il s'est réalisé. Ainsi, nous étions hors du temps et de l'espace. Des minutes pouvaient devenir des jours. Il suffisait que l'un ferme les yeux pour que l'autre les ferme également. Mais pour la vie de Richard, c'est surtout lui qui contrôlait le début de nos rêves, pour ne pas qu'il s'endorme au combat. Et puis un jour de mai 1917, Richard a disparu de la surface de la Terre en un claquement de doigts, après avoir été brièvement blessé. Il m'a tout expliqué. Il voulait se réveiller pour ne pas abandonner ses camarades de combat, mais la douleur était trop forte et il n'a pas pu. Heureusement, sans aucun doute, car lui et ses camarades ont été pulvérisés le 11 mai au matin par une pluie d'obus allemands. Richard ne pouvait donc plus quitter notre bulle merveilleuse. C'est donc moi qui ai repris les rênes de nos rêves. Alors que je vieillissais sur Terre, mon esprit continuait chaque nuit à vivre avec celui de Richard. Pas de tristesse, pas de douleur, pas de chagrin. Il a vu grandir notre fille, Ginette Gabrielle, puis Christiane et Sophie. Mais lorsque je suis morte à mon tour, plus personne n'avait la clé des rêves, car mon alliance a été séparée de mon corps suite à la crémation. Tu noteras quand même que notre fille, Ginette Gabrielle, est morte le jour de ta découverte, le 20 avril 2017, et que je suis moi-même morte le 20 avril 1987, à 92 ans. Ici, ces dates ne se suivent que de quelques minutes d'intervalle. Nous vivons dans un cocon, mais nous en sommes prisonniers en quelque sorte.
Nous voyons et ressentons tout. Nous pouvons parfois intervenir pour des choses mineures, comme te guider vers les plaques de Richard. Mais nous ne pouvions pas aller au-delà de cet entre-deux, ce pays des rêves. Heureusement, lorsque tu as réuni nos alliances pour n'en refaire qu'une, tu as rompu le sort. Et ici, un nouvel espace s'est ouvert à nous. Mais avant de partir, nous te devions une explication par les songes, sachant en plus que tu crois ne pas rêver. En fait, tu songes, mais tu oublies car ton esprit a perdu sa faculté à se souvenir. Tes migraines en sont peut-être une clé. À partir d'aujourd'hui, tu auras des souvenirs. Adieu. Et encore merci d'être passé dans l'Aisne et d'avoir trouvé ces 3 objets. Je les ai bien vus s'embrasser, me regarder une dernière fois dans un grand sourire en se tenant la main, puis plus rien. Le chat m'a sauté dessus et m'a réveillé. Ah, damné animal! C'est étrange. Ce matin, après avoir dégagé ce foutu chat, j'ai l'impression de me souvenir de quelque chose. Puis, en me levant, j'ai fait tomber un objet qui, en touchant le carrelage du salon, a fait un fin bruit métallique. Mais où est-il passé? Tiens, on dirait une bague, ou plutôt 2 alliances en une. Merci beaucoup, Richard, pour cette lecture. Nous allons terminer maintenant avec un dernier déplacement. Nous nous déplaçons vers la vitrine 1918. Et lorsque vous aurez entendu cette nouvelle de Patrick Debac, vous comprendrez alors, j'imagine, pourquoi nous nous sommes arrêtés ici. C'est une nouvelle qui s'appelle La blessure. La blessure. La fumée est intense, le bruit des explosions me casse les oreilles. Nous sommes le 10 novembre. Que suis-je venu faire dans cette galère? Ils s'amusent à nous envoyer des éclats qui résonnent sur nos pots de chambre. Je me prends les pieds dans ce... Comment l'appelle-t-il déjà? Ah oui, une capote. Mais comment pouvait-il bien faire? Coupé. Tout s'arrête de bouger. Le réalisateur s'exclame « Ok pour aujourd'hui les gars, demain c'est jour de fête, alors reposez-vous, on reprend le 12 à 7 h. » Nous nous relevons, André est hilar, sa bouille est pleine de terre, sa Rosalie tordue pend lamentablement au bout de son fusil en bois. « T'as de la chance, t'as encore un jour de congé pour ton anniversaire. » C'est vrai, j'ai longtemps pensé que l'on m'octroyait un jour de repos pour cet événement. « On fait la fête demain ?» me demande André. « Non, je suis crevée et tu sais que je dois déménager les affaires de papa. » Son décès me laisse un peu seule. Cette génération de taiseux nous laisse plus de questions que de réponses. Mais ne nous plaignons pas. Son père, le grand-père que je n'ai pas connu et lui-même, avait enduré la réalité de 2 conflits que seuls les cours d'histoire m'ont apprises. Le jour se lève. Je n'aurai pas trop de la journée pour trier tous ces souvenirs. Le temps est maussade, le ciel charrie de gros nuages noirs, c'est inhabituel, il y a même des éclairs. Le grincement de la porte du grenier me fait sursauter, j'avais oublié ce bruit sinistre. D'ailleurs, son accès m'était pratiquement interdit par les mises en garde quant au pied de grand-père. Le pauvre éclairage de l'unique loupiote me laisse distinguer dans ce bric-à-brac un vieux coffre. Tiens, c'est celui dont on évoquait le contenu et les histoires lors des repas de famille. À cette époque, mon oreille était plus que distraite. Un éclair violent illumine ce vieux grenier et fait vaciller l'éclairage. Un énorme coup de tonnerre fait trembler la charpente. Cambronne me souffle un mot. J'ouvre le coffre.
Je me saisissais d'une liasse de vieux papiers sur lesquels je crois déchiffrer le mot « citation » lorsqu'un nouvel éclair, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre plus violent encore, provoque l'extinction de la loupiote. Surpris, je lâche les objets que je tiens dans la main, un petit bruit métallique et quelque chose rampe sur le plancher. Je n'y vois rien. Un énorme juron me semble jaillir d'un coin du grenier. Nom de Dieu, à moi les bleuets. Un souffle énorme me projette sur le parapet. Quelqu'un m'a saisi la jambe et me tire au fond du trou. Je saigne. Machinalement, j'empoigne la caisse de munitions et j'engage les bandes dans mon moulin à café qui ne cesse de cracher. Un obus éclate trop près de nous. Nous sommes recouverts de terre, de pierre et de... Puis le silence. Quel silence! Seuls sifflent les respirations. Un moment d'accalmie. Les yeux rougis de mon camarade me regardent brièvement. C'est rien, une égratignure. Il délaisse ma blessure à la joue pour regarder sa montre et il soupire. Il est 10h50, encore 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? C'est presque aussi long que ces 4 foutues années. D'où peut venir ce 210 pour jeter ses lames de mort alors que le clairon devrait retentir? Je me recule effrayé, je me cogne au coffre, je m'assois le dos contre le mur froid du grenier, la capote raide debout me pèse. J'étais pourtant sûre de l'avoir laissé au vestiaire. La lumière revient. Le coffre est ouvert, je vois le pied de grand-père. Il ne s'agissait que de son rubis, ce vieux pistolet au canon silice. S'en est-il vraiment servi ou n'est-ce qu'un souvenir? Et effectivement, son emballage peut bien faire penser à un pied, un petit pied. Ai-je rêvé? De ma joue, je sens une petite goutte de sang glisser vers le sol. Elle échoue près d'une petite forme levée au pied du coffre et je repense immédiatement au bruit de reptation précédant mon hallucination, mon délire. Mais non, il n'y a jamais eu de reptile dans ce grenier. Je m'approche. La faible puissance de l'éclairage revenu et le balancement de cette unique ampoule me donnent la chair de poule. Cette oscillation balaie la forme en lui conférant une ondulation hypnotique. Elle semble me fixer. Son éclat est terne et gris. Ce ne peut être un reptile. Je me détends. Ma main s'avance et je me saisis de la bague, sa bague, celle que son camarade Augustin lui a fabriquée. « C'est pour te porter chance, lui avait-il dit. Et je viens de la reconnaître. Je souris. Tiens, grand-père me fait un cadeau pour mon anniversaire. Papa avait toujours dit qu'il eût été fier que son petit-fils soit né un 11 novembre à 11h. Il y voyait un vrai signe. Je glisse cette bague à mon doigt. Un nouvel éclair, les balles sifflent, les obus continuent leur moisson mortelle. Mais que peut bien foutre Octave? Non, c'est lui le clairon. Et d'un coup, après un début chevrotant, d'une force soudainement retrouvée, jaillissent les notes oubliées depuis 4 ans. Annoncerait-elle la fin de mon cauchemar, le retour de jours heureux? Incrédules, nous restons enfoncés dans cette terre que nous avons chèrement défendue. Nos pensées vont à Augustin, qui ne se relèvera pas. Puis le silence semble s'imposer. Mais c'est quoi le silence? Les cimiers s'élèvent timidement, des visages s'extraient de leur gangue de terre. Je m'enhardis et me lève vivement, trop vivement. Je ressens une violente douleur à la tête. La poutre. Je retombe lourdement sur le plancher du grenier. C'est mon anniversaire. La bague me serre un peu. Je demanderai à André de l'agrandir, mais je ne lui parlerai pas de... Ah, ma joue me fait mal.